Ces mariages doivent être faits dans combien de temps? Enfin, quel est le calendrier? Alors, sur les éléments calendaires, comme je l'ai dit, on attend les textes réglementaires. Donc, il y a deux textes réglementaires qui sont attendus d'ici plus tard au 30 juin 2023, qui sont un décret sur les services autonomie. Donc, c'est vraiment le texte qui va venir nous définir quelles vont être les missions des services autonomie, et un arrêté sur le cahier des charges de ces services autonomie qui, lui, va venir définir toutes les modalités opérationnelles, techniques, exigences que devront respecter les acteurs dans le cadre de leur transformation en service autonomie. C'est par exemple les exigences de diplôme et de qualification pour les professionnels, c'est toutes les exigences qui portent sur le local, sur l'accueil physique, les éléments sur la coordination, sur l'orientation. Enfin, voilà, c'est toutes les règles qui vont vraiment constituer la colonne vertébrale de ces services autonomie. Et à compter de la publication de ces textes, les acteurs vont avoir 2 années pour se mettre en conformité. Donc, se mettre en conformité, ça veut dire soit pour basculer en tant que service autonomie mixte, soit pour se mettre en conformité en tant que service autonomie non mixte, et donc en proposant de l'orientation ou de la mise en relation. Et à l'issue de ces 2 années, là par contre, les acteurs qui ne respecteraient pas les exigences du cahier des charges et les enjeux et orientations des services autonomie, eux, risqueraient de voir leur autorisation retirée et donc ne plus pouvoir réaliser des activités de soins ou des activités d'aide. Le risque est vraiment réel parce que la demande, déjà l'ESA n'arrive pas à fournir, à répondre à la demande des personnes âgées et des familles. On va pas, on peut se poser la question que l'offre et la demande sera toujours favorable, enfin, va être pendant longtemps favorable, enfin, la demande sera plus forte que l'offre. Donc, au final, on peut même estimer que l'INSAT qui respecterait pas tout ça, on le laisserait la liberté, j'imagine des gros, de continuer. Alors, j'ai envie de dire que c'est un pari risqué. On pourrait se dire, bon, attendez 2 ans et puis vous verrez que l'offre va être croissante parce qu'on sait que la démographie dans ce pays euh, va faire en Oui, sorte qu'on ait une population qui va être de plus en plus vieillissante avec des chiffres qui vont évoluer de 50% sur le nombre de personnes âgées. Sauf que c'est un pari qui est extrêmement risqué parce que noir sur blanc, il est quand même inscrit que passé ces 2 années, les acteurs qui ne respecteraient pas et ne répondraient pas aux exigences du cahier des charges pourraient voir leur autorisation retirée. Donc à ce titre-là, il est important que les acteurs se saisissent dès à présent de ces enjeux. Nous, c'est un peu ce qu'on dit à nos adhérents, c'est-à-dire que si vous songez à être service autonomie mixte, dès à présent, commencez à aller échanger avec vos ARS, commencez à vous rapprocher des SIAD dans vos territoires, commencez à échanger aussi également avec les infirmiers libéraux. Mais voilà, ça se prépare dès aujourd'hui pour que 2 ans qui arrivent, vous puissiez de manière confortable préparer la suite de vos activités et ne pas vous dire, bon, bah tiens, on est le 30 juin 2025, il me reste une journée pour me mettre en conformité, qu'est-ce que je fais? oui, Donc oui. ça, le risque est réel. Après, quels vont être les positionnements des départements et des ARS dans 2 ans si jamais on a un nombre d'acteurs importants qui ne répondent pas aux critères? Ça sera à elle en tant qu'administration et représentante des collectivités, de se prononcer. Mais c'est un risque qui ne peut pas être pris. Après, ce qui est certain, c'est qu'au vu des besoins, il est nécessaire que ça soit tant sur le soin que sur l'aide, il y ait de nouvelles délivrances d'autorisation. C'est-à-dire que les acteurs actuels, on le voit bien dans certains territoires, n'arrivent pas et ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins. Alors, d'une part, parce qu'ils ne couvrent pas toutes les zones d'intervention, mais aussi, et ça après c'est un sujet qui va bien au-delà de la réforme des services autonomie, parce qu'aujourd'hui il est compliqué d'attirer de nouveaux talents, de nouveaux profils dans nos métiers, qui sont pourtant des métiers qui ont du sens, mais parce que voilà, les conditions de travail peuvent être un peu parfois difficiles, avec des amplitudes qui peuvent être importantes, et parce que on travaille beaucoup pour essayer de revaloriser les salaires, mais avec des marges qui sont contraignantes pour les acteurs. Donc il y a aussi un gros travail de valorisation et de professionnalisation des métiers à engager. Mais il faut aussi, à contrario, que les acteurs puissent disposer aussi de marge de manœuvre suffisante pour pouvoir s'engager dans ces démarches. Les structures qui sont les services autonomie mixtes vont dépendre de qui? De l'ARS ou des départements? Alors oui, ces structures-là vont dépendre des deux. Elles vont dépendre à la fois de l'ARS sur la partie soins et sur la partie coordination de l'aide et du soin, et elles vont dépendre des départements sur la partie aide à domicile.
Donc, elles vont Les avoir services autonomie non mixtes vont dépendre que du département. Et les services autonomie non mixtes, eux, comme c'est le cas aujourd'hui, vont rester sous la tutelle des départements. C'est-à-dire que l'ordre d'autorisation restera délivré par le département. C'est le département qui aura à charge de vérifier la légalité et la conformité du respect des exigences du cahier des charges. Et c'est vraiment lui qui restera le chef de file de l'aide à domicile. Quand je suis un SAD privé qui appartient à un réseau national en franchise, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pour les SAD, qu'ils soient privés ou associatifs d'ailleurs, hein, qui appartiennent à des réseaux de franchise, j'ai envie de dire, chaque acteur sera libre de décider sur son avenir. C'est-à-dire que déjà, juridiquement, chaque franchisé est indépendant. Ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que chaque franchisé entre eux, et par rapport aux franchiseurs aussi également, sont indépendants. Donc, ils sont libres d'avoir leurs orientations de leur choix. Après, tout dépend aussi également des dispositions des contrats qui les lient avec leurs franchiseurs et notamment des orientations qui sont prévues dans ces contrats et qui conviennent du coup de déployer, de mettre en œuvre et de respecter. Donc, si jamais il n'y a pas d'orientation en tant que telle qui sont portées par les têtes de réseau, bien que j'imagine, et nous, je sais en tout cas chez nous, que des têtes de réseau commencent déjà à réfléchir sur ces sujets-là, commencent déjà à voir s'il pourrait y avoir justement des opportunités de croissance, des opportunités d'avoir une palette de services un peu plus étoffée, comme je le disais aussi, d'avoir des passerelles entre les métiers, et donc d'insuffler cette dynamique au sein de leur réseau. Là, si jamais le réseau pousse pour que les acteurs se transforment en service autonomie mixte, là, après, ça sera chaque franchisé, si jamais il n'est pas tenu contractuellement de le faire, de prendre sa propre décision en fonction aussi de son projet. C'est-à-dire qu'il y en a qui pourraient se dire, moi, je n'ai absolument pas le projet de faire du soin. Je réalise aujourd'hui de l'aide, je considère que c'est mon métier, c'est un métier très spécifique, et donc à ce titre-là, resterait service d'aide à domicile. Donc, on pourrait avoir des situations complètement hétérogènes dans les réseaux, avec des acteurs qui, pour certains, seraient des services autonomie non mixtes, d'autres qui seraient des services autonomie mixte, d'autres qui seraient en rapprochement avec des acteurs du soin dans le cadre d'un GCSMS. Le choix du franchiseur ne liera pas, sauf si jamais il est contractuel, donc c'est une obligation dans le cadre du contrat de franchise, ne liera pas les franchisés à ces décisions. Si je dirige un SAD et que j'écoute cette vidéo, tu me conseilles quoi? Alors, si tu es un SAD et que tu Dans les écoutes cette démarches que je vidéo, dois faire, que je me réveille, entre guillemets gentiment, je me réveille fin juin 2023, je dois m'y rendre comment? déjà, si tu ne l'as pas déjà fait, je te conseillerais d'adhérer au plus vite à la fédération. Parce que si tu n'as pas eu cette information, c'est que tu n'es pas adhérent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, après, je te dirais que forcément, il faut te poser les bonnes questions, à savoir, toi, dans ta gestion aujourd'hui de ta structure, quelle est ta vision et quel est ton projet sur les prochaines années? Quelles sont tes orientations politiques aussi? Est-ce que tu souhaites élargir tes palettes pour faire du soin ou à contrario, est-ce que tu veux rester sur l'aide à domicile? Si tu envisages de faire du soin, parce que tu y vois une opportunité, là, je t'inviterai de manière très rapide à te rapprocher donc soit de ton ARS pour demander une autorisation de soins pour que tu puisses le proposer en direct, ou à aller échanger avec les SIAD qui sont présents dans ton territoire pour essayer, si tu partages les mêmes synergies, les mêmes dynamiques et les mêmes orientations, de te rapprocher avec ces acteurs-là pour justement te constituer un service autonomie mixte. Et si tu ne souhaites pas partir vers le soin, je te conseillerais également de te rapprocher des infirmiers libéraux ou centres infirmiers dans les territoires pour nouer des partenariats et pouvoir ainsi orienter les bénéficiaires qui souhaiteraient disposer de ces solutions, des solutions de soins dans leur territoire, vers ces acteurs-là. Dans les faits, tu penses que les ARS vont donner des autorisations de soins à des SAD? Ou ça va être limité, ça va être des appels à projets, ça va être… tu vois ce que je veux dire? Sur l'aide aujourd'hui, il y a un constat qui est qu'il y a un gel des autorisations. On sait que pour être autorisé aujourd'hui, il faut répondre à un appel à projet du département. Aujourd'hui, il n'y a eu juste aucun appel à projet qui ont été lancés depuis le 1er janvier 2023. Donc, la tendance n'est pas à autoriser de nouveaux acteurs sur l'aide. Sur le soin, c'est une logique un peu différente. C'est qu'on est sur une logique
où on autorise au fonction du nombre de places disponibles. Donc, si on considère qu'il n'y a pas de nouvelles places qui sont attribuées par le gouvernement à répartir dans les territoires, il y aura 0 nouvelle autorisation. Il y a eu un engagement du ministre, donc qui n'est pas un engagement qui a été traduit par une loi ou par un autre texte réglementaire, qui est de pouvoir débloquer 4000 nouvelles places d'accueil dans les territoires. Donc, ramener tous les départements, ce n'est pas énorme, ça fait 40 nouvelles places par département. Et donc, il y a quand même cet engagement à débloquer de nouvelles places. Et donc, de fait, les ARS seront en mesure de pouvoir autoriser de nouveaux acteurs. Oui, donc ça veut dire qu'un SAD qui est, je pense, en Savoie, au fin fond de la Savoie, il a assez peu de chances d'avoir une autorisation de soins. Contrairement par exemple, à la Savoie, il y a Chambéry, après il y a le reste de la montagne. Bon, je schématise un peu. Si j'ai un SAD dans une vallée au fin fond de la Maurienne, au fin fond de la Savoie, il y a quand même statistiquement peu de chances qu'on me donne une autorisation de soins. Ce sera plutôt au chef-lieu de département Chambéry, j'imagine. Après, tout va dépendre des besoins dans les territoires. Si on Mmh. considère que, justement, dans la zone extrêmement reculée, qui est la zone la plus rurale du territoire, aujourd'hui, il n'y a pas de couverture et qu'il y a des besoins, et que l'ARS est en mesure d'avoir de nouvelles places à débloquer, là, elle pourra autoriser la structure pour réaliser des activités de soins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent aussi qu'il y a une logique de la part des ARS d'avoir quand même une régulation du secteur. Hein. Et donc, il y a des délivrances au compte-gouttes des places d'accueil, alors même qu'on sait que les besoins qui sont censés être pourvus dans les territoires ne le sont pas. Question qui peut être dérangeante pour certains ou qui peut faire peur à certains. Quels sont les avantages et les risques, surtout les risques de rester euh, indépendant et de ne pas aller vers les services d'autonomie mixte? Est-ce qu'il y a des avantages? Et puis, est-ce que le risque, c'est pas d'être à un moment donné écarté de financement, ce genre de choses? Alors, à date, il est un peu tôt pour, pour, pour pouvoir identifier très clairement les risques, mais également les avantages. Ce qui est certain, c'est que, premier avantage, c'est que si on souhaite se développer et aussi également proposer des activités de soins, c'est un formidable outil qu'est le service autonomie. Et donc, à ce titre-là, ça permettra déjà d'une part d'avoir une dotation supplémentaire avec la coordination et la dotation pour cette activité qui sera versée par l'ARS. Ensuite, ça permettra d'avoir une mutualisation du personnel. Donc là, c'est quand même un avantage qui est important. À court terme, le fait de ne pas être un service autonomie mixte ne présente pas de risque particulier. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que l'acteur qui, lui, souhaite rester service autonomie non mixte, qui ne voulait pas se rapprocher d'un acteur du soin ou qu'il n'a pas pu, et donc il peut continuer à exercer. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, il faudra être extrêmement vigilant sur les politiques autonomie et soins qui seront déployées. C'est-à-dire qu'on pourrait craindre, même s'il n'y a pas d'éléments aujourd'hui hein, qui, De l'étayer, oui. qui permettent de l'étayer ou qui permettent d'inquiéter, mais n'empêche qu'il serait fort probable que dans les années à venir, le gouvernement choisisse, par exemple, d'accompagner un peu plus les acteurs services autonomie mixte au détriment des services autonomie non mixte. Pareil, après, sur le fléchage dans les territoires par les assistantes sociales ou par les prescripteurs, on pourrait dire, allez plutôt voir les services autonomie mixte plutôt que les services autonomie non mixte. Dans les avantages d'être un service autonomie mixte, est-ce qu'il y a le fait que la structure globale sera davantage rentable? Avec l'idée, peut-être que j'ai tort, mais tu me diras, avec l'idée que la partie soins est plus rentable que la partie service d'aide à domicile et que l'ensemble, en fait, fera une structure plus rentable. Alors ça, il faudra voir aussi également, il faudra voir et mesurer les enjeux de la réforme de la tarification des SIAD. Parce que la tarification vient d'évoluer récemment pour qu'on ait une prise en compte aussi des bénéficiaires qui sont accompagnés et pas uniquement de la tâche qui est réalisée. Donc, il faudra voir l'impact pour les services. Après, il est certain que les actes de soins sont mieux valorisés aujourd'hui que les actes d'aide. Donc, nécessairement que ça pourra aussi permettre aux acteurs d'avoir un peu une bouffée d'air supplémentaire. Et donc ça peut être un avantage, en effet, pour les services autonomie mixte,
de disposer de financements complémentaires et d'avoir quand même une viabilité économique supérieure. Après, une fois de plus, ça va dépendre du public qui va être accompagné. Ça va dépendre aussi également de la solvabilisation des familles qui est opérée par le département. Parce qu'en fonction des territoires, même si on a un tarif socle qui est aujourd'hui à 23 € sur l'appel à PCH, il y a des départements qui peuvent aller un peu au-delà, ce qui fait que ça impacte un peu moins le reste à charge des familles. Donc voilà, il faut prendre en compte vraiment toutes ces composantes pour mesurer si la viabilité économique des structures sera renforcée en étant service autonomie mixte ou non. Mais oui, sur le papier, en tout cas, il y aura des financements supplémentaires dont la structure ne disposait pas avant. Est-ce que tu vois arriver dans les prochaines années des réseaux nationaux de services autonomie mixte? Là, les 2 prochaines années vont être des indicateurs importants pour justement se prononcer sur cette question. Très clairement, aujourd'hui, c'est vrai que si on a des acteurs qui ont un peu plus de moyens financiers, ce sera plus confortable pour eux pour éventuellement racheter par de la croissance externe des SIAD ou d'autres services autonomie mixtes par la suite. Donc, on pourrait imaginer dans les années à venir qu'on retrouve plutôt des gros réseaux qui seront des réseaux de services autonomie mixte ou des acteurs qui sont au sein du même réseau. Je pense notamment dans les réseaux associatifs, Oui. des acteurs qui ont à la fois des SAD et des SIAD. Ce sera beaucoup plus facile pour organiser des rapprochements. Il est sûr que pour les indépendants, alors sauf à avoir vraiment des contacts avec d'autres SIAD et partager vraiment les mêmes dynamiques, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour se développer en service autonomie mixte. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Alors, en conclusion, moi, je dirais qu'il est certain que cette réforme n'est pas neutre, dans le sens où, comme on l'a dit, il y a une volonté derrière tout cela d'avoir un rapprochement entre le soin et l'aide, d'avoir aussi également un nombre d'acteurs un peu plus réduit dans les territoires. Au-delà de ces enjeux, de si on propose du soin ou pas, si on propose de l'aide avec du soin, etc., il y a un enjeu qui est majeur à l'heure actuelle, qui est celui de la valorisation des métiers et celui d'accompagner au mieux les familles. Et accompagner au mieux les familles, ça passe notamment par la solvabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, on a un tarif socle qui est à 23 €. Il est bien en deçà des besoins des familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1 heure d'aide à domicile, juste sur le coût de revient, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le coût réel qui devrait être supporté par la personne, c'est 26 €. Ça, ce n'est pas moi, Mehdi Tibortine, qui invente ce chiffre. C'est les constats qui avaient été faits par le gouvernement en 2020. En 2020, on nous disait que le coût de revient, il était de 25 € par heure pour 1 heure d'aide à domicile. Donc là, très aisément indiquer qu'on est sur un coût de revient à 26 € en 2023, supposons qu'on ait pris que 5% d'inflation et de hausse du SMIC depuis les 3 dernières années. Donc, ce qui est certain, c'est que si on n'accompagne pas mieux les bénéficiaires, on n'arrivera pas à permettre derrière aux entreprises, aux associations, de s'engager encore plus dans des démarches de valorisation, parce que forcément, il y a un moment donné, quand on valorise les métiers, quand on augmente les salaires, quand on s'engage sur des démarches de professionnalisation, ça coûte. Et à un moment donné, il faut faire répercuter ce prix, quand on peut le faire. Parce qu'en plus, il y a des prix qui sont encadrés d'une année à l'autre pour ces acteurs-là. Et donc, il est nécessaire que l'État accompagne les familles pour justement permettre de supporter le coût réel d'une structure. Et le coût réel est celui qui engloberait à la fois l'augmentation des salaires, la professionnalisation des métiers et l'attractivité aussi également de ces derniers. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu qui est majeur et il n'est pas dans 2 ans, il n'est pas dans 3 ans, il est juste demain. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui n'arrivent déjà plus à répondre à la totalité de leur mission, faute de disposer d'intervenants dans ce métier. Et je rappelle, on est quand même sur des métiers qui ont du sens, qui sont des beaux métiers, qui sont vecteurs de vocation, où il y a des passerelles possibles. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en tant que stand de vie et après évoluer, basculer vers le soin, mais pas que, basculer aussi vers des postes d'encadrement. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que les besoins, ils sont là et il va falloir y répondre. Super, merci Mehdi Tibortine. Je rappelle que tu es directeur général adjoint de la FES. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric.